Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous sommes ensemble évidemment ce dimanche soir, vous le savez. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Vous êtes peut-être pour certains sur la route, pour d'autres à la maison en train de préparer le dîner. Quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Ça roule aujourd'hui. Salut mon Pierre. Coucou ma Lolo, comment ça roule? Merveilleusement bien ce dimanche soir. Moi j'aime bien les dimanches soirs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va manger après. Non, c'est parce que du coup, demain, c'est une nouvelle semaine. Il y aura peut-être des nouvelles rencontres, il y aura peut-être de nouveaux moments de vie incroyables. Et j'ai envie qu'ils soient toujours très positifs. Donc j'aime bien le dimanche soir. Je me dis, tiens, demain, il va peut-être se passer des nouvelles choses. Ça, c'est sûr. Allez, on va parler de choses qui font un petit peu moins plaisir aujourd'hui, mon Pierre, dans Ça roule. Avec l'augmentation des carburants, existe-t-il des solutions plus économiques et évidemment plus écologiques? On va en débattre et vous proposer d'autres solutions de motorisation. Nous allons aussi partir du côté du rallye des gazelles que tu aimes beaucoup. Ah oui, non mais moi, dès que ça parle de gazelle, en principe, tu sais, moi je suis présent au rendez-vous. Le problème, c'est que si on n'a pas le carburant pour y aller, ça va être compliqué. Alors ils ont maintenant aussi des voitures électriques sur le rallye achat des gazelles. On en parlera également, ce rallye qui est parti depuis maintenant 2 jours. Et puis toujours avec ces prix du carburant, puisqu'on sait très bien que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus en ce moment. Côté route, pas côté politique générale et pas côté de ce qui se passe dans le monde, mais par rapport à nos porte-monnaies. Eh bien oui, le carburant augmente et je peux vous dire que les dépanneurs sont très ennuyés parce que les assurances ne les payent pas plus. Donc ça devient compliqué pour eux. Comment s'organisent-ils pour continuer à venir nous dépanner? On en parle avec vous sur Sud Radio. Vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. Sud Radio Sarroul. On va parler donc de ces possibilités de motorisation différentes qui nous coûteraient moins cher, mon Pierre, parce que c'est vrai qu'avant d'accueillir notre invité Thibaut Mourat, si on fait un point sur le prix des carburants, moi personnellement dans mon histoire d'automobiliste, je n'avais jamais vécu un prix aussi élevé. Bien sûr, mais c'est pas fini. En fait, c'est pas que je veux adresser un message qui soit négatif à tous ceux qui nous écoutent, mais il faut comprendre que lorsqu'on vit un événement international qui a des conséquences sur les prix des carburants, les conséquences en termes de prix, elles agissent à 30 jours, voire 45 jours. Donc ensuite, on prend le début de la guerre en Ukraine. Vous rajoutez à ça 30 à 45 jours et voyez à quel moment on aura le pic en termes tarifaires. Et sans vouloir faire peur à personne, il est bien évident que le au-delà du 2 € le litre va se prolonger longtemps jusqu'à ce que peut-être le gouvernement prenne conscience de l'impérieuse nécessité d'abaisser les taxes. Tout simplement. Il n'y a pas 50 solutions. Il n'y en a qu'une, c'est baisser les taxes. Et puis en tout cas, il y a peut-être aussi des solutions de se tourner vers d'autres motorisations. On accueille Thibaut Mourat qui fait partie du club des voitures écologiques. Bonjour Monsieur Mourat. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, très bien. Alors installez-vous bien vis-à-vis de votre micro, voilà, parce que en plus nous sommes filmés et nous nous retrouvons sur soit la page Facebook de Sud Radio, soit sur le YouTube. Voilà, là vous êtes beaucoup mieux. Un mot sur le club des voitures écologiques auquel vous appartenez. Écoutez, c'est un club qui réunit à la fois des constructeurs mais également des énergéticiens et l'idée c'est de travailler sur toutes les solutions disponibles d'un point de vue énergétique et d'un point de vue technique pour pousser ces solutions auprès des collectivités territoriales, de nos gouvernants, des parlementaires. Donc je pense bien évidemment au E85, à l'hybride rechargeable, à l'électrique bien sûr, au GPL, à l'hydrogène. Donc toutes les solutions aujourd'hui qui sont disponibles. Donc on les pousse. Voilà, ça c'est important Pierre, parce que effectivement, je sais pas toi, mais j'avoue que depuis le début de cette crise et le malheureux événement qui touche l'Ukraine, je commençais à me poser des questions en me disant est-ce que je vais pas aussi... Moi tu connais, c'est plus un scoop, je roule à l'éthanol maintenant depuis quelques années. Forcément, je fais des économies qui sont incroyables, évidemment. Mais il n'y a pas que l'éthanol, il y a d'autres solutions aussi, même si effectivement, on va en dire un mot pour débuter. Est-ce que la solution la plus économique ne serait pas de convertir sa voiture lorsqu'on a la chance d'être à l'essence, et je dis bien à l'essence, de la convertir à l'éthanol? Oui, sans doute, puisqu'en plus, on n'a pas tous les moyens de racheter un véhicule, Thibaut. Alors, ce que vous venez de dire est très intéressant parce qu'on peut convertir des véhicules qui existent déjà, qui fonctionnent à l'essence, pour pouvoir les modifier, pour pouvoir accepter du E85 Bien et sûr, du cheval. Alors je le rappelle parce que exactement, avec un boîtier de conversion à l'éthanol. Donc ça, c'est une solution qui est immédiatement disponible. Et ça, c'est un point qui me semble assez important. Ça prend une demi-journée au garage. C'est très rapide pour un coût
qui est relativement modeste et qui permet surtout de bénéficier d'un carburant qui est beaucoup moins cher à la pompe. On parle de 80 centimes à peu près. C'est monté à 96 du côté d'Annonay. Ça monte un peu, bien évidemment, parce qu'il y a des tensions sur l'énergie au sens global du terme, mais c'est déjà beaucoup moins cher que ce que l'on peut vivre sur le samplon 95, qui est beaucoup plus cher. On rappelle quel type de voiture est éligible au boîtier? Alors, ce sont des véhicules essence qui peuvent être transformés. Donc, les véhicules diesel ne peuvent pas être transformés au E85. Voilà, et puis il y a une année, Pierre. Oui, alors... En gros, pour 95% des véhicules qui roulent à l'essence et tous les neufs, vous n'avez aucun souci, vous pouvez directement convertir votre voiture. Alors on insiste bien, lorsque votre voiture est éligible à l'éthanol, à la conversion à l'éthanol, il ne faut même pas privilégier, il faut éliminer tous les boîtiers qui ne sont pas homologué. Il est très important, voire capital, d'utiliser un boîtier homologué. 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous appeler sur ce sujet que l'on vous propose avec le prix des carburants qui a explosé depuis quelques semaines. Est-ce qu'il existe des solutions plus économiques, plus écologiques? Et vous, est-ce que vous avez fait également un choix dans ce sens, là, récemment, ou il y a de cela quelques mois déjà, ou quelques années? Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Écoutez, je suis surpris parce que j'ai anticipé effectivement le phénomène et j'ignorais totalement évidemment ce qui allait se passer en Ukraine. Et j'ai pris ma retraite en juillet de l'année dernière. J'ai toujours roulé au gasoil, bien sûr, au diesel. J'étais un gros rouleur. Et là, j'ai dit, je vais changer mon fusil d'épaule puisque je vais beaucoup moins rouler. Je suis passé sur un véhicule hybride, c'est-à-dire essence hybride rechargeable, quoi. Et je me suis dit, vaut mieux prévenir que guérir. Et on a cherché une deuxième voiture de secours, une petite voiture, et j'en ai pris une au GPL. Mais j'ignorais ce qui allait se passer totalement. Vous avez eu une défunte sans le savoir, en fait. Voilà, faut dire après, oui. Jean-Michel, vous avez fait un peu un état des lieux des économies que ça vous permettait de faire. Est-ce que vous avez fait des calculs par rapport à avant? Si vous voulez, je roule tellement moins maintenant que je me rends plus compte. Avant, je faisais un plein de gasoil par semaine, c'était dans les 90 €. Là, je suis tombé à un plein par mois, que ce soit le véhicule hybride. Alors, je roule un peu plus avec celui au gaz, mais celui au gaz, à 80 et quelques centimes le litre, je veux dire, c'est un dollar, excusez-moi l'expression. Thibaut Moura, du Club des voitures écologiques, le GPL? Bien évidemment, c'est aussi une solution à l'égal de l'éthanol. On peut transformer son véhicule avec du GPL et pour aussi bénéficier de tarifs à la pompe et qui sont bien moins importants que le samplon 95 ou le samplon 98. Donc monsieur a très bien fait. Bien évidemment, il y a d'autres solutions aussi. Je pense à l'électrique. Il faut le rappeler. L'électrique n'est pas encore accessible à tous en fait. Alors il n'est pas encore accessible peut-être à tous. Pour autant, il y a quand même sans doute beaucoup d'usages qui peuvent être aussi finalement très positif pour certains de nos concitoyens. Donc je pense que c'est aussi un élément assez intéressant. Et ensuite, autre point, c'est l'hybride, et notamment l'hybride rechargeable aussi, de surcroît avec un carburant alternatif. Je vous rappelle qu'on peut le problème sur l'électrique, c'est qu'on a quand même un vrai souci. C'est pas un véhicule qui correspond à tous les besoins. Ça, c'est quand même à prendre en considération parce que lorsqu'on roule à l'éthanol, lorsqu'on roule à l'essence, au gasoil ou au GPL, on est exactement dans la même utilisation qu'un véhicule traditionnel en termes d'autonomie. Sur l'électrique, on n'y est pas encore. Il en manque un bout. C'est cher et en plus de ça, franchement, en termes d'autonomie, ça remplit pas les besoins de tous les Français. Oui. Alors, après. On a bien évidemment un sujet là-dessus sur l'autonomie, même si les choses ont beaucoup avancé ces dernières années. Je pense que sur l'itinérance et le fait d'aller loin avec un véhicule aujourd'hui, c'est pas totalement impossible, électrique, bien évidemment. Pour autant, regardez aussi l'équipement du nombre de véhicules aujourd'hui qu'on a dans les foyers français. Oui. La deuxième voiture peut tout à fait être intéressante pour le véhicule électrique, par exemple, et la voiture principale, peut-être le véhicule qui peut partir un peu plus loin. Je pense qu'il y a différentes solutions. Tout n'est pas adapté. Je crois qu'il faut que les gens aient conscience et connaissance de toutes ces solutions, électriques, GPL, GNV, éthanol, hybride rechargeable. C'est là où et chacun fait son choix. Et c'est là où, Jean-Michel, vous connaissez déjà, vous qui nous appelle des Bouches-du-Rhône, le véhicule électrique, quand vous l'avez acheté, évidemment hybride, mais aussi le véhicule GPL éthanol, mais on sait que ça existe et en fait, quand on va voir notre concessionnaire ou sur le marché de l'occasion, c'est pas encore pléthore. Donc, par exemple, les GPL, moi, on m'a encore jamais proposé d'acheter une voiture GPL. Vous voyez, il y a encore un petit frein à ce niveau-là. Autant l'électrique et le thermique et l'hybride, ça y est, c'est rentré dans toutes les têtes. Autant l'hydrogène, le GPL, c'est pas encore
Alors vous touchez un sujet, c'est finalement la proposition des constructeurs traditionnels spécifiquement sur ce sujet. Ce dont on s'aperçoit, c'est que tous les constructeurs aujourd'hui ne proposent pas des gammes de GPL et de E85, je ne peux que le constater. Néanmoins, on a quand même quelques constructeurs qui peuvent le proposer. J'ai souvenir quand même que Dacia par exemple s'était positionné sur le sujet, ce qui me semble très malin, c'est-à-dire un véhicule à un coût contenu avec un carburant moins cher à la pompe, ça me semble être... voilà. Et de surcroît, et je reviens sur ce sujet, on peut installer un kit GPL E85 sur des véhicules qui existent déjà. Donc la solution, malgré tout, elle existe, même si on ne peut pas les chercher. C'est la plus rapide. Voilà. Ça, c'est la plus rapide, Pierre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà. Et c'est rentabilisé assez rapidement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la solution GPL ou de conversion ou éthanol permet quand même de générer assez rapidement des économies assez substantielles sans avoir à débourser 20 ou 30 000 euros pour un véhicule neuf. Même si j'avoue que pour le petit conseil, pour celui qui a les moyens aujourd'hui, la solution de l'hybride rechargeable, pour quelqu'un qui veut assurer sa transition de véhicule, me paraît plutôt pas mal. Voilà, on continue d'en parler de ces solutions avec notre invité Thibaut Mourat du Club des voitures écologiques et avec toutes ces possibilités aujourd'hui de pouvoir rouler moins cher parce que vous le savez tous, voilà, les prix des carburants flambent totalement. Et c'est vrai que je pense qu'on est plusieurs, et d'ailleurs vous pouvez venir témoigner à ce sujet, en train de réfléchir à peut-être moins utiliser la voiture que vous avez aujourd'hui si elle est thermique basique, et puis peut-être même trouver d'autres solutions de motorisation moins onéreuses. Allez, on continue d'en parler dans quelques instants. Vous êtes avec nous dans Ça roule, on est sur Sud Radio, on est bien, on ne change rien. Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. GPL, super éthanol 85, voitures, motorisation électrique, hydrogène, peuvent-elles être des solutions selon nos besoins et évidemment de nous coûter 2 fois moins cher, voire même plus, vu le prix des carburants qui flambent littéralement. On en parle avec notre invité, mon Pierre, il s'agit de Thibaut Mourat du Club des voitures écologiques et qui nous parle de ces propositions qui existent aujourd'hui. Alors, on a fait une belle part à l'éthanol, on va y revenir parce qu'on est d'accord que les voitures qui roulent à l'éthanol, c'est aujourd'hui la possibilité la plus rapide de pouvoir changer son véhicule. Encore faut-il ne pas être en leasing ou en LOA parce qu'on n'a pas le droit de toucher à la motorisation. D'être conscient, comme Pierre le rappelle souvent, que lorsque l'on pose un boîtier éthanol sur son véhicule, la garantie du constructeur disparaît au profit de la garantie du constructeur du bioéthanol, du fabricant du boîtier de conversion. Voilà, il faut savoir tout ça. Moi, je voudrais qu'on accueille tout de suite François. Bonjour. Vous nous appelez d'où en Ariège exactement ? À côté de Mirepoix. Oh, j'adore Mirepoix, j'ai des amis qui habitent là-bas. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Mirepoix dans l'Ariège, il faut absolument aller s'y promener, puis le département est juste absolument sublimissime, on va dire les choses comme elles sont. Alors vous faites comment pour essayer d'être moins touché par la hausse des carburants, François ? Il y a 3 ans, j'ai investi, on a 2 voitures, donc il y en a une qui est au diesel pour tous les longs trajets, et puis on a investi dans une Dacia, dont le garagiste nous a conseillé de passer à l'éthanol, puisque je réfléchissais entre l'hybride, pas l'électrique en tous les cas, je comprends pas l'électrique pour l'instant, et pour l'hybride, c'est de l'essence plus un poids un peu plus lourd avec les batteries. Ce qui m'inquiétait, c'était la décision des villes de plus autoriser certains types de voitures. Et donc zone à faible émission. Alors ça va être un des vrais sujets du prochain président de la République. On va être d'accord parce que on a grosso modo un Français sur 2 qui ne pourra plus circuler dans les grandes villes, qui n'aura peut-être pas les moyens pour changer de véhicule. Donc ça va être un autre vrai souci. Vous dites que vous comprenez pas l'électrique. Je comprends bien. Quand on est à Mirepoix, effectivement, c'est pas le type de véhicule qui correspond le mieux. Je voudrais juste vous poser une question. Admettons là, demain, je vous donne, je le fais pas, je précise, je vous donne 30 ou 40 000 euros pour acheter une voiture, vous choisiriez quoi ? Je suis très partagé parce que c'est la politique qui gère beaucoup de choses et que malheureusement on nous a indiqué le diesel était quand même quelque chose, les véhicules duraient plus longtemps et à un coût raisonnable. Aujourd'hui, il y a déjà quelques années, on nous explique que le diesel pollue beaucoup, puis après on nous a dit que l'essence polluait autant. Donc on sait plus trop. Moi, je fais des longs trajets et en même temps, on a donc cette Dacia à l'éthanol pour les petits trajets. Et en ça fonctionne bien la Dacia. C'est quelle Dacia que vous avez converti à l'éthanol ? Le Stepway. Non, c'est bien Dacia. Rapport qualité-prix. Non, mais sur le boîtier, ça fonctionne bien, pas de souci, de l'allumage à froid, par exemple, lorsque vous démarrez le véhicule l'hiver ? Non,
pas de souci. Et puis on sait que si on n'a pas d'éthanol à portée de vue, on peut remettre de l'essence. Donc François, je voudrais vous poser une question. Quels sont les types de kilomètres que vous faites par jour quand vous vous déplacez, par exemple? Avec la Dacia, on fait tous les petits trajets, c'est-à-dire d'aller à Mirepoix, on est à 7 km, d'aller à Lavelanet, etc., d'aller à Carcassonne, tous les petits trajets, on les fait avec la Dacia. Par jour, on fait quoi? On fait 10 km par jour ou non, pas autant? Non, on fait plus que ça. Ah, d'accord. Par jour, vous faites... minimum 15 km par jour. Ouais. Et puis après, ce week-end, on a fait 1200 km, on prend la diesel. Parce que je voudrais faire réagir notre ami et notre invité, Thibaut Mourat du club des voitures écologiques, qui a réagi visuellement, en tout cas vous ne l'avez pas entendu, quand vous disiez, François, que vous ne comprenez pas l'électrique et que pour vous, c'était pas la solution. Et je vous ai vu réagir, Thibaut, parce que... Tout d'abord, on est un peu voisin, puisque moi je suis originaire de Saint-Gaudens, donc j'adore cette région, vous en parliez tout à l'heure, donc ça me touche beaucoup, c'est une région que je connais bien et que j'adore. J'avais senti le petit accent. Il y a un petit accent, ouais, il est là. Alors, peut-être une remarque, effectivement. Le véhicule électrique en campagne peut tout à fait remplir énormément d'usages. Ça peut être le deuxième véhicule. Alors, bien évidemment, en fonction des contraintes de chacun. Ouais. L'objet, c'est pas d'imposer systématiquement le véhicule électrique partout. C'est pas le sujet. Par contre, et c'est pour ça que je trouve très bien que vous posiez la question, quand on fait 20, 30, 40, 50 km par jour, peut-être que le véhicule électrique est particulièrement adapté. Et de surcroît, en campagne, il y a un élément aussi qui me semble assez intéressant, on peut avoir un pavillon, une maison, ce qui fait qu'on a un garage et donc peut-être plus de facilité à mettre en place une infrastructure de recharge dont on sait par exemple que dans les immeubles, ça peut être un peu plus difficile. Ça me semble important de le souligner. Oui, alors on a une idée du prix parce que Pierre, c'est vrai qu'on parle toujours de cette possibilité d'avoir le système à la maison, mais la voiture coûte cher, on le sait aujourd'hui, c'est quand même elle qui coûte les plus cher pratiquement. Alors je ne vous parle pas des grosses voitures de luxe. Le prix d'une installation de ce genre de système pour me brancher à la maison, je veux dire, au niveau d'un coût, dès le départ, le premier coup, il est quand même énorme. Est-ce que ça vaut vraiment le coup aujourd'hui ? Deux choses qui me semblent assez intéressantes de partager avec vous. Le premier, c'est qu'il n'y a pas que des véhicules électriques neufs. On peut aussi acheter des véhicules électriques d'occasion sur lesquels il peut y avoir des primes à la conversion en fonction du revenu du foyer. Ils ont moins d'autonomie, technologiquement ils sont dépassés. La batterie, elle commence à être usée. Allez, ça y est, on attaque Thibaut. Oui, c'est ce que je vois. Moi, ce qui me semble important de vous rappeler, c'est que, il y a des véhicules électriques dont on sait qu'ils sont extrêmement durables et il y a peut-être une perte d'autonomie, mais ces pertes d'autonomie, on sait aujourd'hui avec les retours des constructeurs que nous avons, on ne parle pas de 50% au bout de 2 ans. C'est pas du tout le sujet. Au contraire, on a aujourd'hui des batteries dont on sait qu'elles sont très durables. Et on a des prix très agressifs dans les véhicules électriques d'occasion avec des aides de l'État, je le rappelle, qui, à mon avis, me semblent particulièrement intéressantes. Donc c'est à regarder pour les gens qui potentiellement pourraient utiliser un véhicule électrique. S'ils peuvent pas, ils peuvent pas. On n'oblige personne. Voilà, exactement. Faut pas obliger. Ça correspond à chacun. Après, sur les aides sur les bornes de recharge, il existe des aides. Alors bien évidemment, en fonction de l'installation que vous allez mettre, de la puissance, etc. Bon, il y a quand même des conditions qui font que le prix n'est pas forcément le même. Pour autant, il y a des aides qui existent. Il y a de la défiscalisation, une partie de défiscalisation qui peut être imputée sur ces impôts. Donc ça, c'est le premier point, jusqu'à 300 € de mémoire. Et dernier point, vous avez un programme. J'invite bien évidemment tous les auditeurs à aller regarder. Un programme qui s'appelle le programme Advenir pour aider à financer l'installation d'infrastructures de recharge chez soi. C'est des éléments qui me semblent militer pour aider, en fonction de ses propres contraintes, potentiellement à passer sur le véhicule électrique quand cela est possible, bien évidemment, pour les auditeurs. Mais en tout cas, voilà, François, lui qui est du côté de Mirepoix. Autre point qui me semble important. Il y a aussi l'hybride rechargeable. Je sais que les prix aussi, c'est pas forcément extrêmement, mais on peut avoir des véhicules d'occasion aussi de ce point de vue-là. Est-ce que c'est pas, on peut aller plus loin aussi. Thibaut, Pierre, je sais pas ce que tu en penses, mais Thibaut, est-ce que c'est pas un petit j'allais dire un gros mot. Foutage de cette histoire d'hybride rechargeable, ça va pas durer dans le temps. Est-ce que c'était pas juste de la transition? Parce qu'il y a un moment, avoir à moitié un moteur électrique tout petit qui va te faire 10 km en autonomie, j'exagère exprès, et un moteur un petit peu moins thermique, un peu moins puissant, qui a un bruit de mobilette quand tu commences à passer dessus, est-ce que c'est vraiment une solution à long terme? Alors, qu'en pense le club des voitures écologiques aujourd'hui? Voilà, c'est ça. Jusqu'à quand, j'en sais rien, et ça, il n'y a que le régulateur à un moment donné qui pourra le dire, mais aussi les gens, parce qu'il faut que ces véhicules soient achetés. Non, mais quid de l'occasion derrière? Alors, l'occasion, je pense que de toute façon, on aura un marché de l'occasion qui peut être potentiellement aussi intéressant sur ces sujets. Je rappelle un point qui me semble assez important. Tout à l'heure, on a évoqué les zones à faible émission. Typiquement, un véhicule hybride rechargeable, quoi qu'il arrive, actuellement, il aura une PACI critère 1, et ce, peu importe la date d'immatriculation du véhicule. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
C'est pareil, c'est en fonction de nos auditeurs, là, aujourd'hui, qui nous écoutent, en fonction de ses propres contraintes. Si j'ai 30 à 40 km d'autonomie en électrique avec ces véhicules, et que quand je pars en week-end, comme monsieur en Ariège, pour aller un petit peu plus loin à la Carcassonne, par exemple, et que le moteur thermique prend le relais, ça veut dire que toute la semaine, par exemple, je peux être en électrique, et qu'ensuite, je peux quand même aller un petit peu plus loin. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut juste se poser la question, quels sont mes besoins ? Oui, c'est ça. Quelle part financière je peux accorder à ça, parce que tout ça coûte cher, et finalement, quelle est la solution la plus intéressante pour moi ? Pierre ? Oui, moi j'aime bien par contre ce principe aussi de motorisation hybride, y compris sur l'hybride rechargeable, parce que moi ce qui me gêne sur l'électrique, c'est qu'on n'arrive pas à créer un engouement populaire auprès de tous. C'est un véhicule qui est très séduisant à conduire, très séduisant. Mais qui a des remparts et des freins qui sont à mon avis encore trop importants. Deuxième point, on est en France et je sais que beaucoup de Français, quand on les force et qu'on leur tord le bras pour acheter quelque chose, eh bien ils n'ont pas envie de le faire. Et j'ai l'impression que l'électrique ne bénéficie pas d'une cote de popularité forte parce qu'il est trop poussé par les pouvoirs publics au détriment de nos anciennes voitures qui roulent très bien et qui elles vont en destination casse parce que les politiques n'en veulent plus. Le problème, c'est que prenez l'exemple d'un jeune qui vient de passer son permis de conduire. Vous croyez sincèrement qu'il aura 30 000 € à mettre dans une voiture hybride ou électrique ? C'est un vrai sujet, il a besoin d'une petite voiture à 1000 balles, quoi. Et ça, il n'y en a plus. Ouais, Thibaut, vous me tendez la perche, du coup je la prends à deux mains. On est en train de travailler sur un sujet qui me semble particulièrement important et qui rebondit finalement sur ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, on sait qu'on détruit un nombre de véhicules en France absolument incroyable. 1,2 million ou 1,3 million c'est énorme. véhicules. Bonjour l'écologie, quoi. C'est énorme en vrai. Bonjour l'écologie. C'est juste totalement cinglé. Et là-dedans, on sait qu'on a potentiellement des véhicules qui sont en parfaite condition mécanique, voire même des véhicules, quand je dis récents, entre 5 et 10 ans, quoi. C'est pour moi, dans mon esprit encore, des véhicules que je considère comme étant tout à fait louables, performants, intéressants, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est que arrêtons de détruire certains véhicules, transformons-les avec du GPL et du E85 et remettons-les dans le circuit auprès de personnes dont on sait que potentiellement ils ont des difficultés pour se mouvoir. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train d'engager. C'est un travail qu'on est en train d'engager avec le gouvernement qui me semble important. On est dans un enjeu d'économie circulaire, de remise dans le circuit de véhicules qui fonctionnent parfaitement avec un carburant alternatif et de surcroît pour le E85, carburant fabriqué majoritairement en France à un prix très compétitif. Et écologiquement, puisqu'on en a peu parlé finalement, écologiquement très intéressant quand même. C'est moins 50% d'émissions de CO2 au global, ce qui est juste fantastique. Donc je me permets de vous mettre en relief ce sujet. J'espère avoir l'occasion de revenir vous voir pour vous dire vous êtes invité. Vous êtes invité dès que vous avez avancé sur ce gros projet. Vous venez, vous avez porte ouverte et vous m'appelez et vous nous appelez avec Pierre et on vous donne la parole parce que là pour le coup on est sur quelque chose de méga intelligent. Voilà, on revient les pieds sur terre et bravo. Ah ben j'en ai perdu. L'écologie quand c'est vendu comme ça donne envie d'y aller. C'est-à-dire que moi, j'aime pas l'écologie qui est une écologie punitive, une écologie où on impose et où on taxe. C'est pour ça que les gens écoutent pas. Un esprit de solution pour améliorer les choses. Tout le monde est d'accord. C'est super. Ce qui nous manque, c'est pour beaucoup de Français, c'est juste le budget, quoi. oui, mais là, pour le coup, c'est une vraie solution. On viendra en reparler. C'est le club des voitures écologiques avec notre invité Thibaut Moura qui vient de nous lancer cette belle annonce. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thibaut. Merci à vous. On n'a peut-être pas trouvé votre solution, vous qui écoutez Sud Radio, mais en tout cas, on en a évoqué sans doute l'une d'entre elles qui peut vous correspondre aujourd'hui ou demain. N'hésitez pas à faire votre propre recherche. Allez, à suivre. Tiens, on va aller faire un petit tour dans le désert avec le rallye Aïcha des Gazelles. Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous continuons notre rendez-vous Sarroul ce soir avec le rallye Aïcha des Gazelles. Et oui, ça y est, c'est parti pour ce rallye Aïcha des Gazelles qui est parti depuis vendredi 18 mars, puisqu'il va aller jusqu'au samedi 2 avril. Pour en parler, mon Pierre, tu sais que dans Sarroul, on donne toujours la parole à ce rallye. Gazelle. Et à Dominique Serra, qui est la créatrice de ce rallye Aïcha des Gazelles. Bonjour Dominique. Bonjour. Comment allez-vous ? Moi, je vais bien, je vais très très bien. C'est toujours des affres de pléthore de soucis, mais on y arrive. Alors, Dominique, on va parler de ce rallye Aïcha des Gazelles qui est parti depuis vendredi dernier. Nous étions le 18 mars. Moi, je voudrais surtout... Alors, on va pas parler que de la compétition aujourd'hui. Je crois que c'est important de remettre vraiment l'église au centre du village et de reparler de la philosophie de ce rallye Aïcha des Gazelles qui est aujourd'hui le seul rallye raid hors piste qui est 100% féminin. C'est bien ça, Oui, c'est tout à fait ça, oui.
Aujourd'hui, comment ça se passe quand on veut participer à ce rallye? Quand on veut participer à l'événement, on s'inscrit sur le site, on appelle l'agence et à ce moment-là, on a des conseils et on a tout un dossier qui présente l'événement et on accompagne les participants du début jusqu'au bout de leur recherche de sponsors, de leur mise en place de la navigation, de la formation conduite. Donc c'est une manière très simple, hein, il suffit d'appeler ou de s'inscrire sur Internet. Pierre? Bah écoute, moi Dominique, mon problème c'est que j'y suis toujours pas parce que je me demande quand est-ce que tu fais le circuit des gazelles et des gazos, c'est-à-dire que... Mais ça existe, pourquoi, hein, ça y est. En fait, est-ce que tu n'as jamais eu la tentation d'ouvrir un petit peu ce rallye aux hommes? Parce que la spécificité du rallye, ce sont des femmes. Oui, mais Pierre, on a essayé pendant 3 ans là et j'ai pas pu faire partir la 4e. Non, mais les hommes répondent pas bien. Ce concept où la vitesse n'est pas le critère de classement, les hommes n'y répondent pas bien. Donc, il y a peu d'hommes qui ont envie d'aller s'essayer sur les pistes marocaines sans vitesse. Oui, parce qu'on va rappeler, Dominique, qu'on n'est pas de vitesse, pas de GPS, que les filles vont... pas de téléphone. Elles naviguent à l'ancienne, c'est-à-dire avec une carte, quoi, une boussole. Carte boussole, des cartes noir et blanc, 100 millième et 200 millième, des coordonnées géographiques, et elles doivent aller d'un point à un autre en faisant le moins de kilomètres possible. D'où le concept éco-conduite. Voilà, ça c'est aussi assez récent. Alors lui, le rallye Aïcha des Gazelles, hein, il existe depuis 1990. Il rassemble des femmes qui ont entre 18 à quel âge les plus anciennes? 70 ans, 72. Et alors c'est quoi cette histoire d'éco-conduite et de voitures électriques dans le rallye Aïcha des Gazelles? Déjà l'éco-conduite, de par son concept, le gazelle c'est de l'éco-conduite, et ça on l'a inventé il y a 30 ans. Et la catégorie électrique, c'est ce qu'on a mis en place depuis 3 ans avec Fabien Lagier, une véritable catégorie électrique qui permet à des véhicules d'avoir leur propre parcours électrique. On l'a adapté, bien entendu. Nous avons pris le départ avec le Prince Albert au Palais, avec Stéphanie de Monaco cette année, pour le départ de cette catégorie, puisqu'elle est parrainée par la Fondation Prince Albert. Et on tente d'imaginer le rallye du futur, puisqu'on parle après de véhicules 4x4 électriques. On a des pistes pour essayer de réduire notre empreinte CO2. C'est important parce que, tu vois Pierre, on est toujours en train de casser les gens qui sont contre la voiture, casser les sports électriques et les sports automobiles, etc. Et tu vois, là, une fois de plus, l'intelligence, c'est de savoir... là, il y a eu un petit son. C'est savoir tout simplement se mettre à la page, en fait. Ben oui, parce qu'en fait, le truc, c'est, il faut arrêter de catégoriser les gens en disant que si on aime la voiture, alors on est forcément contre l'écologie, contre l'amélioration de la qualité de l'air, etc. Moi, je pense que ce genre d'indicateur est intéressant parce que effectivement, l'éco-conduite, on y goûte tous en ce moment avec des prix des carburants aussi forts. Moi, je vois bien autour de moi, les décélérations se font lentement, l'accélération lentement. Donc, tout le monde essaie de faire des économies de carburant. Donc, ça associe à la fois une dimension écologique et une dimension économique. Et je trouve que c'est pas plus mal parce qu'en termes de sécurité, l'éco-conduite, c'est surtout de la conduite qui permet d'être plus fluide, plus souple et moins dangereux sur la route. Donc c'est tout bénef. Je trouve que l'éco-conduite, c'est quelque chose que j'aime. Et dans éco-conduite, tout y est. Il y a l'alliage de l'écologie et de la conduite. Comme quoi, c'est pas antinomique du tout. Pour revenir évidemment à ce rallye, une fois de plus, il va aller à la rencontre de la population sur le désert marocain. Ça, c'est aussi quelque chose, Dominique Serra, qui vous tient à cœur, avec une véritable... il y a aussi un rallye un peu solidaire qui accompagne, qui est le rallye Aïcha des Gazelles. C'est pas qu'il accompagne, c'est qu'il est comme ça. Alors d'abord, il y a une véritable solidarité puisque beaucoup de participantes elles-mêmes soutiennent des associations pour lesquelles elles se battent. Ensuite, nous, sur le terrain et dans le désert, nous avons la caravane médicale avec Cœur de Gazelle et toutes les actions que nous mettons en place avec Cœur de Gazelle. Autant les soins,
et des diagnostics vraiment médicaux, puisque la caravane médicale est composée de plusieurs pathologies, et on répond aux besoins des populations marocaines sur le terrain. Et voilà, on en rajoute encore à cette dimension. J'ai l'impression qu'en fait, on n'est pas dans la course, j'ai l'impression que la voiture devient le prétexte à une action quasi humanitaire en fait. Alors bien sûr, on y prend du plaisir, hein. Évidemment, il y a cette notion de route et de voiture qui est juste exceptionnelle. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que vraiment on est dans une dimension qui dépasse largement l'utilisation de la voiture. Tout à fait. Et Pierre, si je peux me permettre, moi je dis que nous sommes un rallye exemplaire. Parce que on prend en compte tous ces paramètres pour faire de l'événement un événement exemplaire à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des valeurs, que ce soit au niveau de la solidarité sur le terrain, que ce soit au niveau du respect du pays qu'on traverse, que ce soit au niveau de l'environnement. Depuis 10 ans maintenant, on a mis en place un comité RSE et nous travaillons avec notre comité RSE sur des sujets qui vont de l'éthique sportive à l'environnement, au côté social, et puis à l'égalité, aux droits des femmes. Il ne faut pas oublier que cette année aussi, sur les gilets des gazelles, il y a un talentueux artiste niçois qui s'appelle César Malfi, qui a tagué tous les gilets des gazelles pour parler de la violence faite aux femmes. Et ça aussi, ça fait partie des messages qu'on peut passer. Alors, Donc, je n'ai pas honte de dire, oui, nous sommes exemplaires dans tout ce que l'on essaie de mettre en place. Et en tout cas, voilà, pour en revenir à la course, pour conclure, la course qui est partie depuis vendredi, alors de Nice, hein, il y a eu ce grand départ également hier samedi. Et puis, là, on va dire, demain, il va y avoir un peu tout ce qui va être vérification technique, un peu administrative à Airfood au Maroc. La compétition va vraiment commencer mercredi prochain, le 23, avec le prologue. Et puis après, il y a 6 étapes, 9 jours de compétition. Donc là, on va rentrer dans une aventure incroyable et sportive et humaine. Tout à fait. On a cet événement sportif. Je rappelle que même si la vitesse n'est pas le critère de classement, c'est du sport. Et comme le disait si bien Pierre tout à l'heure, on a cette opportunité de démontrer qu'on peut vivre un événement automobile, se faire plaisir en voiture et en même temps prendre en compte tout ce qui nous entoure et pouvoir se positionner dans le monde d'aujourd'hui d'une manière intelligente. Et ben voilà, c'est parti pour le rallye Achat des Gazelles qui va nous accompagner. C'est la 31e édition jusqu'au samedi 2 avril où ça se terminera à Essaouira. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Dominique Serra, vous êtes la créatrice de ce rallye, mais pas seulement, puisque vous faites aussi beaucoup d'autres choses et vous savez que vous serez toujours la bienvenue dans Ça roule. Sud Radio, ça roule. Et voilà, on a pris un petit peu l'air du Maroc et on s'est un peu aéré la tête par rapport à tout ce qui se passe, tous les événements mondiaux et qui nous tombent dessus depuis plusieurs semaines. Nous sommes maintenant, on va revenir sur l'un des sujets qui nous préoccupe le plus, c'est évidemment, Pierre, la hausse des carburants, mais avec un focus un peu différent. Ce sera un focus vu par les professionnels de la route. Il s'agit en l'occurrence des dépanneurs. Et oui, on a voulu leur donner la parole, Pierre, parce qu'ils sont en train, eux, de souffrir de cette hausse de carburant, comme tous les professionnels, à ceci près que les assurances ne jouent pas le jeu de vouloir réaugmenter un peu les tarifs. Alors comment font-ils ? Eh bien, on va plonger dans leur actualité et dans leur réalité avec Luc Le Baron, qui est notre premier invité. Bonjour Monsieur Le Baron. Bonjour Laurence, bonjour Pierre. Luc Salut. Le Baron, qui est vice-président des dépanneurs auprès de Mobiliance. Mobiliance, c'est le nouveau nom du fameux CNPA. Et également président d'une association qui s'appelle Fier d'être dépanneur. Luc, c'est une vraie réalité. On en parlait cette semaine tous les deux, parce que je prends régulièrement des nouvelles des dépanneurs et de votre association. Et vous me dites, là, on a un vrai problème. Est-ce que vous pouvez exactement nous expliquer ce qui se passe à cause des carburants ? On a effectivement ce gros souci parce que le gasoil donc augmente comme tout le monde le sait. Là, on est presque là à côté de chez moi à 2,33 en ce moment le gasoil. Donc c'est vrai que et on travaille avec on a nos tarifs pour tout ce qui est client particulier, etc. Mais on a une très grosse activité avec les assistances automobiles, les assistances des assurances. Et eux, les tarifs c'est des tarifs qu'ils nous imposent en fait. Et ces tarifs n'augmentent pas
en conséquence de l'augmentation du carburant. Donc ça fait que nous, on travaille avec des marges qui diminuent au jour le jour. Et là, en ce moment, c'est hyper important parce que le gasoil prend en gros, allez, là, je crois que ça doit être au moins 10 centimes, 10 ou 15 centimes par semaine. C'est affolant, donc les marges diminuent. J'ai fait un petit calcul l'autre jour des coûts de revient d'un dépannage lambda en régional ou en communal autour de chez moi, et on perd de l'argent en fait. On travaille à zéro. Par rapport à vous, par exemple, et puis on va inviter d'autres dépanneurs à venir également témoigner au 0826 300 300 sur Sud Radio, dans Ça roule. Mais vous avez une consommation en termes de dépannage, que je sais que vous avez aussi un garage, souvent d'ailleurs les dépanneurs ont des garages, ou inversement. Vous consommez combien de litres au mois pour vos véhicules de dépannage, par exemple? En litrage, je ne sais pas trop ce que ça correspond. Je tourne à peu près à 8 000 € par mois de gasoil en ce moment. J'étais à 6 002 il y a vous explosez en fait. C'est la marge qui explose. Exactement. Donc j'étais à 6 002, 6 003 il y a 6 mois, et là j'ai vérifié avant qu'on se parle, et en fait là je tourne en gros à 8 000. Alors il y a Fanny là qui nous appelle au 0826 300 300, a priori qui est dépanneuse également, que l'on va aussi accueillir si tu le veux bien, Pierre. Bonjour Fanny. Bonjour. Fanny Desjean, vous êtes à Draguignan exactement. C'est ça, dans le Var, oui. Dans le Var, très belle région aussi. Vous avez appelé comme ça des soucis, vous voyez la facture de gasoil qui augmente? Oui, c'est même un problème qui est récurrent depuis quelques années. On a été alerté par le comptable qui nous pose des questions en nous disant qu'est-ce que vous pouvez faire pour diminuer la facture de gasoil. C'est assez risible, je trouve, parce qu'aujourd'hui on est vraiment tributaire de ce prix du carburant qui augmente. On n'a vraiment aucune manière de faire descendre le prix, nous. On est vraiment dans cette branche de l'automobile où c'est un peu flou. On n'est pas transporteur, on n'est pas taxi, donc on n'a pas les réalités que eux ils ont sur les retours des taxes. Parce que il faut savoir que dans le transport et dans les taxis, eux, ils ont la possibilité d'avoir un retour des taxes routières comme ça sur le carburant, donc ils touchent le carburant finalement moins cher que nous. Nous, on fait partie de l'automobile, mais on n'a pas ces avantages-là. C'est dingue, donc, ça. On est vraiment confronté à, on est seul dans ce CNPA qui alors Mobiliance maintenant. Mobiliance, voilà, exactement. Et du coup, au CNPA, on n'est pas représenté pour ça parce que finalement, c'est pas un problème pour eux dans le sens où les taxes augmentent, le carburant lui augmente, mais les taxes augmentent aussi, donc ils ont des retours sur le carburant qui sont moins impactants que nous. Et nous, vraiment, ça nous touche tous les jours. On va donner la parole à Monsieur Le Baron, qui est président, vice-président des dépanneurs auprès de Mobiliance. C'est une vraie réalité aussi, ce que nous explique Fanny. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Ce que Fanny a dit, c'est exactement ça. C'est qu'on n'a pas les aides que peuvent avoir les taxis et les transporteurs, puisque eux, ils ont le droit à indexer leurs tarifs selon l'augmentation du gasoil, et nous, on n'a pas cette possibilité. Parce que du coup, les assurances vous bloquent, en fait, c'est ça? Ouais, les assurances nous proposent des tarifs, et on peut pas franchement les refuser. Hein. On a des conditions qui nous demandent. Et on est obligé obligé entre parenthèses de les accepter. Alors certaines j'ai une assistance, je dirais pas, j'ai une assistance qui commence à bouger et à se demander effectivement ce qu'ils pourraient faire pour nous aider et nous indexer justement eux cette augmentation du carburant. Donc j'espère que ça va. Là, ils devaient se réunir là. Là aujourd'hui. Hier. D'accord. Ok. On va accueillir, parce que vous êtes nombreux à nous appeler. Excusez-moi de vous couper la parole, mais donc les dépanneurs, c'est bien. On est écoutés dans Ça roule le dimanche soir aussi par les dépanneurs. On a Mathis qui est avec nous. Bonjour Mathis. Oui, bonjour à vous. Oh, quelle jolie voix. Vous êtes, de rien. Vous êtes du côté de Poitiers. On évoquait cette réalité du coût de la hausse du carburant, les assurances qui ne payent pas en plus cette hausse. Vous, évidemment, vous êtes comme tout le monde, vous en pâtissez. Comment vous faites alors? Est-ce que vous avez des astuces pour essayer quand même de pas moins dépenser de carburant, mais en tout cas, si. Si. Oui, c'est ça exactement. Alors en constatant l'augmentation du carburant, on s'est mis autour d'une table et puis on a retourné le problème dans tous les sens parce que ça impacte énormément au final nos entreprises.
Comment on optimise ça aujourd'hui? En optimisant le dispatch, principalement. Donc, d'envoyer les interventions les plus proches possibles de nos véhicules pour éviter de parcourir des kilomètres pour rien, entre guillemets. Ensuite, comment on fait? On a un suivi plus poussé de la consommation des véhicules. Donc, on fait toutes les 2 semaines un point sur la consommation des véhicules avec l'ensemble de nos collaborateurs pour essayer d'abaisser cette consommation. Donc, ça a un intérêt écologique d'un côté et nous, forcément économique. C'est-à-dire que vous leur imposez une éco-conduite ou Exactement, ouais. Alors, on fait des formations en interne d'éco-conduite. Moi, j'ai un de mes responsables qui a été chauffeur routier dans une entreprise de transport durant 30 ans. Donc, l'éco-conduite, il l'a pratiqué, lui, dans son boulot au quotidien. Ouais. Donc, aujourd'hui, en plus de ça, il est très pédagogue. Donc aujourd'hui, il enseigne. Exactement. Excusez-moi, Mathis, de vous bousculer, mais vous avez commencé à calculer les différences, à savoir que cette éco-conduite vous a fait économiser 100 litres, 200 litres. Ouais. Ah ouais? Oui, exactement. Ouais, en fait, nous, on sait en moyenne combien consomment nos véhicules. Et aujourd'hui, on atteint des petits records avec certains de nos collaborateurs. On a économisé sur 100 km à peu près, sur des petits 4x4, on a réussi à économiser à peu près 3 litres. Sur 100 km. C'est énorme. Ouais. Sur 100 km, ouais. Pierre ? Donc, sur une flotte de 15 véhicules, de 10 à 15 véhicules qui tournent en permanence, c'est assez impressionnant, quoi. C'est clair. Donc au bout d'un moment, cet effort que vous faites maintenant, il y a un moment où on arrive au bout, c'est-à-dire que l'éco-conduite a sa propre limite. Donc exactement, vous allez arriver à un moment où les prix du carburant, l'éco-conduite sera au bout, au maximum de ce qu'on peut gratter sur le carburant, et puis derrière les prix continuent à augmenter, donc ça va faire mal quand même. C'est ça. Nous on le fait depuis un petit moment, et là c'est vrai qu'on le sent, comme vous dites, qu'on arrive quand même au bout de cette éco-conduite. Mais en tout cas, de toute façon, ça augmente tellement de façon exponentielle que même les 3 litres au 100 sont en train d'être mangés par l'augmentation du prix des carburants. Luc, concrètement, comment vous pouvez tous vous battre, dépanneurs, pour peut-être faire comprendre que vous avez aussi besoin d'un coup de main? Je ne sais pas. Le problème, il est qu'on est dans une profession qui est pas forcément trop unie. Alors on est unis dans des bonnes choses et dans les défilés que je peux organiser, etc. On est unis. Après, dans ce qui est le relation commerciale, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense qu'il faudrait à un moment ou à un autre dire stop, on peut pas travailler à zéro, et puis voire à moins que zéro des fois. À moins que zéro des fois, quoi. Il faut qu'on arrive à se couper, à dire quelque chose. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, pour l'instant, on n'entend pas trop à part dans les dépanneurs et en fait, pour être des dépanneurs sur Facebook où les gens ronchonnent, etc. Et effectivement, à raison. Ouais, en fait. mais je pense, Luc. Je pense, Luc, que, voyez, moi, si on ne s'était pas appelé, je ne serais même pas au courant de cette problématique. C'est-à-dire qu'il y a la hausse des carburants, et on va être très honnête, on regarde tous notre nombril en se disant, à titre personnel, mince, mon budget. Mais je ne pense pas à mon maçon qui va donc dépenser plus d'argent. Je ne pense pas à vous, dépanneur, qui allez dépenser plus d'argent. C'est-à-dire qu'on est quand même un peu égocentré. Donc c'est vraiment pour le coup à vous, les dépanneurs, de faire exploser, comme toutes les autres professions, à la vue, au sus de tous, cette réalité qui nous coûte beaucoup d'argent. C'est ça, ouais. Qui vous coûte beaucoup d'argent. C'est ça. Et le truc, c'est qu'effectivement, le budget gasoil chez nous, les dépanneurs, c'est le budget le plus important. Tenez-nous au courant. On va, dans Ça roule, évidemment, vous donner la parole au plus grand nombre et régulièrement, vous le savez. Merci à tous d'être intervenus sur cette réalité qui touche les dépanneurs en France aujourd'hui. C'est dans Ça roule et on parle vrai sur Sud Radio. Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et vous le savez, si vous nous rejoignez à la fin de chaque Ça roule, vous avez la parole pour échanger sur le sujet qui vous plaît avec Pierre Chasseret, et qui met bien sûr sa casquette aussi de DG de 40 millions d'automobilistes. Pour conclure notre rendez-vous ce soir, on accueille Grégory qui nous appelle de Paris, où l'on écoute Sud Radio sur le 99.9. Bonjour Grégory. Bonsoir. Quelle jolie voix. On vous écoute, Grégory. De quel sujet vous voulez échanger avec Pierre? De toutes les augmentations et surtout de l'autoroute, par exemple. J'y vais pas tous les week-ends, mais j'y vais, on va dire, à Orléans, passer un week-end tous les 3-4 mois, on va dire.
Et là, j'y étais au mois de février. L'autoroute était à 13,10 et il y a 4 mois, elle était à 12,90. C'est-à-dire qu'en 4 mois, elle a pris 20 centimes. Alors c'est l'inverse, oui, mais c'est les augmentations qu'on mange, Greg. C'est les augmentations qu'on mange à chaque 1er février, chaque année. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis la concession des autoroutes, c'est-à-dire que les autoroutes appartiennent toujours à l'État, hein. Il ne faut pas croire qu'elles ont été vendues, c'est pas vrai, elles ont été concédées. C'est comme un bail locatif pour une vingtaine d'années, en fait, si vous voulez. Eh bien, il y a des contrats qui ont été signés entre les sociétés d'autoroutes et l'État et qui laissent la possibilité aux sociétés d'autoroutes d'augmenter chaque année, pas de baisser, d'augmenter. Donc devinez ce qu'ils font. Eh ben, ils augmentent, voilà. Et oui, et en plus, il me semble que c'est sous Hollande et c'est Ségolène Royal qui avait donné 50 plus de location des autoroutes à ces personnes, on va dire. Alors c'est plus compliqué. Ségolène Royal, à l'époque, on avait réussi à l'association 40 millions d'automobilistes à la convaincre de bloquer les prix du carburant. Elle l'a fait, elle l'a annoncé. Sauf que 2 heures après, Manuel Valls, qui était Premier ministre, disait tout de suite que le gel serait compensé par une hausse sur les prochaines années. Donc en fait, elle a perdu son bras de fer. Manuel Valls a autorisé les sociétés d'autoroutes à compenser le gel tarifaire et donc on l'a payé. On l'a payé encore plus cher d'ailleurs. Mais l'intention de Ségolène Royal était plutôt bonne. À l'époque, je ne fais pas de politique, hein, j'analyse juste. Son intention était bonne. Parce que ce qu'elle voulait, c'était contraindre les sociétés d'autoroutes à abaisser les tarifs d'environ 20%. 20%, c'est ce que dit la Cour des comptes, c'est ce que dit l'autorité de régulation de la concurrence et c'est ce que dit l'association 40 millions d'automobilistes. On paye 20% de trop. Mais allez-y. Non, pardon, je vous écoute. Non, mais c'est vraiment honteux de l'avoir donné les autoroutes puisqu'on sait que déjà d'une, ils étaient payés et que on savait, en plus, on les a bradés. Ils gagnent, je crois, c'est 20% de bénéfices nets qu'ils font sur les autoroutes, les entreprises Vinci, tout ça. C'est totalement inadmissible. Je me demande pourquoi, c'est l'Europe qui avait demandé ça, mais pourquoi Villepinte a accepté ces conditions-là de brader à 3 milliards, je crois, pour les locations. Non, l'Europe ne demandait rien. Non. L'Europe ne demandait rien en plus. Ça a été concédé à hauteur d'une vingtaine de milliards d'euros pour quelque chose qui était évalué à environ 40 milliards. Mais l'État avait besoin de rentrer de l'argent de manière assez rapide. Le choix de Dominique de Villepin est très contestable et complètement contestable quand on est automobiliste. Mais c'est surtout au-delà de la concession. C'est le principe de ce contrat qui ne permet que des augmentations systématiques au 1er février qui est anormal. On a fait un cadeau, un beau cadeau aux copains, quoi. Alors aux copains, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que le prix, c'est bradé, comme vous l'avez dit, c'est pas cadeau. Hein. 20 milliards, c'est pas un cadeau. Il faut les débourser quand même, mais c'est en dessous de la valeur. C'est comme quand vous cédez votre voiture à 5 000 € à une société qui vous l'achète rapidement. Vous savez très bien que vous auriez pu en tirer plus sur le marché de l'occasion. Voilà. Pierre, est-ce que l'État aurait vraiment pu continuer de s'occuper des autoroutes, de financer les réparations ? Est-ce qu'on n'aurait pas eu des autoroutes qui sont dans l'état de nos routes départementales, régionales ou nationales ? Alors c'est pour ça que je suis toujours tempéré, Laurence, tu as raison. C'est que les autoroutes qui n'ont pas été concédées et qui continuent à être gérées par l'État, elles sont très mal gérées. Alors, et n'oublions pas aussi un point, avant la concession, c'est-à-dire avant l'intervention des sociétés privées, rappelez-vous, l'État augmentait les tarifs de la même manière. C'est-à-dire que l'État ne faisait pas de cadeaux aux automobilistes. À une nuance près, c'est que le bénéfice, il allait intégralement dans les caisses de l'État. Or là, on en a perdu un peu en route quand même. Ouais. Mais en tout cas, voilà Grégory, merci d'avoir composé le 0800 26 300 300 et d'être venu échanger sur ce sujet qui nous concerne tous, hein, puisqu'on se pose toujours les mêmes questions et on voit ce prix de l'autoroute qui ne cesse d'augmenter jour après jour, enfin année après année. Et en ce moment, comme tout augmente, ça devient un peu compliqué. Merci mon Pierre, on se retrouve semaine prochaine. Écoute, à la semaine prochaine. En attendant, soyez bien prudents sur les routes et attention à votre portefeuille et à votre carte bleue. Ouais, et puis on espère que la semaine sera porteuse de meilleures nouvelles que les précédentes. On vous embrasse tous, passez un bon dimanche. Évidemment, les programmes continuent sur Sud Radio.